Bonjour Eric. Bonjour Simon. Merci de participer à notre podcast Et Demain. L'objectif de ce moment, c'est d'échanger ensemble. Et l'objectif du podcast, c'est de donner la parole à des acteurs engagés aujourd'hui qui vont nous confier des clés de compréhension de leur secteur, des clés de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est ta vision de professionnel sur ce qui va se passer demain. Selon toi, bien évidemment. On va démarrer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Eric Simonet. Je travaille pour Triodos IM, une société de gestion néerlandaise spécialisée dans l'impact, pour qui j'assure le développement commercial. Mon impact et mon parcours, il commence à dater un petit peu, puisque j'ai commencé juste après la crise de 2000 sur la bulle tech, sur les fonctions commerciales en gestion d'actifs, donc de proposer des fonds d'investissement. Et j'ai travaillé très longtemps pour des sociétés. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 9 ans pour Odo Asset Management, une société française. Et puis ensuite j'ai travaillé pour un grand groupe américain jusqu'en 2019 où on a tous été licenciés. Et je me suis beaucoup interrogé sur la suite de ce que j'allais faire et quel était véritablement le sens de mon activité professionnelle. Et c'est ce cheminement finalement de donner du sens à mon activité et à ce que je savais faire finalement dans la gestion d'actifs, de m'orienter vers vraiment la finance durable, la finance responsable. Et c'est là que j'ai rencontré donc Triodos et que je les ai rejoints il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Alors pourquoi Triodos sur ce parcours qui t'achemine vers la finance responsable ? Déjà, quand je l'ai rejoint en 2021, on commence à voir l'émergence de la finance durable, mais moi je me rends compte très rapidement qu'il y a énormément de marketing, énormément de greenwashing, d'éco-blanchiment en bon français, et j'ai vraiment à cœur de travailler pour une société qui va être crédible, parce que moi je le dis toujours, la seule qualité, à part je vois certainement quelqu'un de très sympa et avec qui on a plaisir à échanger, la seule valeur ajoutée d'un commercial dans la gestion d'actifs, c'est sa crédibilité. Et il faut être crédible dans la société qu'on représente, dans les relations qu'on peut avoir avec les partenaires. Et donc, pour être crédible, il faut travailler pour une société qui est crédible. Et donc, Triodos, c'était pour moi, après avoir échangé avec eux, vraiment une société extrêmement solide sur sa vision de l'investissement responsable. Tu as parlé de termes. Il faut savoir que le podcast est écouté par beaucoup de gens qui ne sont pas forcément issus du domaine financier. Donc je vais te demander de faire attention aux termes que tu emploies ou alors de les définir. Et tu as parlé de gestion d'actifs. D'accord. Pour le grand public, c'est quoi la gestion d'actifs ? Alors la gestion d'actifs, ce qui les concerne dans leurs investissements et dans leur épargne, ce sont ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Donc les OPCVM ou les SICAV, ça c'est des termes qui... Attention, tu pars encore... C'est vrai ? Non mais c'est volontaire, je te taquine un petit peu, mais... C'est hyper connu quand même, SICAV, FCP... je crois que étant dans le domaine, des fois, on a du mal à se dire que employer le terme OPCVM, par exemple, avec n'importe qui, c'est pas la garantie que cette personne comprenne. Un fonds de placement. Oui, mais vas-y, continue. Voilà. Je te charrie un petit peu. Donc, pour l'investisseur, on va dire lambda, la gestion d'actifs, ce sont des sociétés qui gèrent des fonds d'investissement, des fonds de placement, donc des fonds de placement en actions, ou des fonds de placement en obligations, ou des fonds qui mélangent et les actions et les obligations. Et donc ces produits financiers finalement sont distribués auprès des épargnants par des banques, par des assureurs, par des conseillers en gestion de patrimoine. Donc on peut imaginer que je vais à la banque et puis je veux placer un peu d'argent. Et cet argent est investi sur des fonds. Et ces fonds sont gérés par des gestionnaires d'actifs. Exactement. Voilà. Pas tous comme Triodos apparemment. Pas tous comme Triodos. Ça irait peut-être un peu mieux. Mais en gros, voilà, c'est ça la gestion d'actifs. Tu as parlé de crédible. C'est quoi la crédibilité du coup pour toi dans ce domaine? Et qu'est-ce qui a fait que
pour toi, Triodos était un acteur crédible? Alors, Triodos est tout de suite remonté, je l'ai perçu tout de suite comme un acteur crédible parce que déjà c'est un acteur historique quand le terme finance durable n'existait même pas. Triodos, la banque, qui est une banque néerlandaise donc aux Pays-Bas, qui a été fondée en 1980, mais qui préexistait à travers une fondation d'investissement, vraiment des gens qui s'étaient regroupés et qui avaient dit j'en ai assez que mon argent soit mal utilisé et on va nous-mêmes financer des projets. Et c'est comme ça qu'est née la Fondation Triodos, c'est des particuliers qui finalement font ce qu'on appelle aujourd'hui du financement participatif. Ils ont pris leur argent, ils se sont mis à financer des projets locaux et qui allaient dans le sens que l'investissement, l'argent devait servir au bien commun et au développement d'activités qui soient bénéfiques pour les personnes et la planète. Donc il y a vraiment un ancrage très ancien, très fort dans l'ADN, qui se retrouve à travers toutes les activités de Triodos et même la manière dont sont traités les collaborateurs qui est assez intéressante. Et c'est en ça qu'ils étaient crédibles, c'est parce qu'ils avaient cet historique, finalement, cet ADN qui était vraiment ancré dans l'investissement responsable. À quoi doit servir l'argent? Tu as parlé de finances responsables, de finances durables, d'impact à un moment donné. Pareil pour les néophytes qui ne sont pas forcément au courant et puis qui ont du mal à se dire qu'aujourd'hui une banque peut être vertueuse comme tu le présentes, qui peuvent peut-être d'ailleurs même ne pas te croire sur le discours, parce que c'est assez étonnant de parler d'intérêt collectif et de banque aujourd'hui avec ce qu'on peut voir en France. Comment tu définis la finance responsable? Comment tu définis la finance à impact? Alors, c'est effectivement, c'est des choses qui sont souvent mises dans le même panier. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est une pièce avec donc deux faces et elles appartiennent donc à une pièce, mais elles ne se croisent jamais, elles ne se regardent jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissement ESG, environnement, social et gouvernance, mais c'est souvent, je pense, mal perçu ou mal expliqué parce que ces critères ES et G, ce sont des critères de risque, d'analyse des risques et non pas finalement une analyse de l'impact. Et ce que fait Triodos, bien entendu, on regarde les risques E, S et G, mais ce n'est pas ce qui est fondamental. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est quand on regarde une société et son activité, en quoi le service ou le produit ou le bien qu'elle propose a un impact positif sur l'environnement, sur la société, sur la gouvernance. Donc nous, l'ESG, on le perçoit du côté de l'impact, vraiment, pur d'une activité, et non pas uniquement par les risques qu'encourt une société de son exposition aux risques climatiques ou aux risques sociaux, aux risques de gouvernance. C'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais ça n'est pas parce qu'on suit des critères ESG qu'on a forcément un impact positif. Et ça, il faut bien vraiment le prendre en considération quand on parle de finances durables. La durabilité, ça a véritablement un sens. C'est qu'est-ce qui fait que le monde qu'on connaît aujourd'hui soit au moins pérennisé ou s'améliore demain. Et ça, c'est à travers la recherche d'un impact positif. Tu aurais 2-3 petits conseils rapides, une sorte de to-do list des choses à faire pour se dire, tiens, là, l'investissement que me propose ma banque, c'est un investissement qui va avoir un impact positif. Alors, il y a une première chose, et c'est vrai c'est des choses qui sont dans le milieu professionnel et que les investisseurs finaux n'ont pas forcément la connaissance, mais moi je pense qu'un des éléments principaux à regarder et à demander, si vous allez à votre banque et que votre banquier vous dit voilà, je vous propose tel fonds, demandez-lui quelle est la catégorie SFDR du fonds.
Et il y a 3 catégories qui ont été créées par les instances européennes. Il y a ce qu'on appelle les articles 6, qui sont des fonds qui n'ont absolument aucun objectif de durabilité. Aucun, zéro. Ensuite, il y a les articles 8, c'est des fonds qui prennent en compte certains éléments de durabilité. Et enfin, les articles 9, qui sont les fonds à impact. Donc déjà, si vous voulez être sûr d'investir dans un fonds qui génère un impact positif, regardez si le fonds est catégorisé SFDR 9 ou pas. Tu te rappelles la petite recommandation du début de vidéo? SFDR, c'est quoi? La SFDR, c'est la réglementation européenne sur la durabilité des investissements. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prend en compte plein d'éléments de la législation européenne, mais en fait, c'est la législation, c'est le cadre juridique qui définit ce qu'est un investissement responsable ou ce qui n'est pas un investissement responsable et ce qui est un investissement à impact. Donc c'est finalement une grille de catégorisation des fonds d'investissement de pas du tout d'impact à durable à fonds à impact. Si on comprend ce que tu disais que l'article 6, il n'y avait pas d'objectif de durabilité. Oui. Est-ce que pour autant, on va investir dans des entreprises qui pourraient être dangereuses pour l'environnement, qui n'ont pas ou peu d'éthique, ou est-ce qu'il y a quand même si c'est article 6, 8 ou 9, des limites à ne pas franchir et on va nous dire non, de toute façon on ne peut pas investir dans des entreprises par exemple type énergie fossile? Alors, donc les articles 6, typiquement, eux investissent dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, que ce soit les énergies fossiles, que ce soit l'armement, l'alcool, les jeux, ils n'ont aucune limite de secteur et ils ne se limitent pas parce qu'ils n'ont pas de critères de durabilité. Donc on est vraiment même sur, au-delà de ne pas avoir de critères de durabilité, parce qu'on pourrait imaginer que j'ai une activité qui est neutre d'un point de vue environnemental, on est quand même sur des activités qui ont, pour le coup, un impact même négatif. Très certainement négatif, oui. Oui. Pourquoi très certainement? Parce qu'ils investissent dans les énergies fossiles et qui est un des secteurs qui est de toute façon, par exemple, un secteur extrêmement nocif pour l'environnement, ne serait-ce que par les émissions carbone. Comment ça se fait qu'il reste article 6, ces fonds-là? Ah, parce que c'est le niveau le plus bas. Alors, oui, je pose mal ma question, tu as raison. Merci de me le rappeler. Comment, aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, avec le fait que toutes les grandes organisations politiques, scientifiques aient acté que oui, il y avait quand même une situation de crise, on arrive à avoir des sociétés de gestion qui se disent, bah, nous, on est article 6, c'est pas grave. Parce que leurs clients, ou eux en tant que gérants, ne souhaitent pas prendre en compte les objectifs de durabilité dans leur gestion, et eux ils sont là pour la maximisation du rendement par rapport à un risque donné. Donc leur objectif c'est pas d'améliorer l'environnement ou d'améliorer la situation sociale, eux c'est uniquement de maximiser une rentabilité par rapport à un risque donné. Et il n'y a aucune instance de protection du vivant qui vient les chatouiller un peu pour leur dire non, ça va pas du tout, il faut changer. Non, les seules personnes qui peuvent venir les chatouiller, c'est les investisseurs en refusant d'investir dans des fonds catégorisés article 6. Tu le vois, c'est un peu, tu sens qu'il y a quand même une tendance à s'enlever depuis qu'il y a cette réglementation. Depuis qu'il y a cette réglementation, on voit qu'il y a par exemple des établissements bancaires ou des organismes de placement qui ont sorti de leur liste de fonds les articles 6, donc qui ne sont plus investissables par leurs clients parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de durabilité dans les produits qui sont proposés aux clients. Très clair. Tout ça, ça me rappelle un terme qu'on voit beaucoup et j'ai un peu du mal à savoir ce que j'en pense de ce terme-là, c'est la RSE. T'en penses quoi, toi, de ce terme? La responsabilité sociale de l'entreprise, aujourd'hui, c'est codifié.
Il y a des sociétés qui les ont implémentées, mais ça relève vraiment de la vision de l'entreprise qu'a le chef d'entreprise. C'est pas quelque chose qui est garant d'un impact. Alors, sur l'environnement de la société, mais c'est plutôt voilà, comment est-ce que la société veut gérer son personnel, gérer son activité. Donc c'est important, ça contribue du bien-être des gens et des salariés, mais en termes d'investissement, ça rentre au niveau finalement des risques. Une société qui aurait de mauvaises pratiques en interne, finalement risque de voir ses employés partir ou d'avoir des partenaires qui ne veulent plus travailler avec elle parce qu'ils ont mauvaise réputation. Donc d'un côté, c'est fondamental pour la gestion des risques d'une entreprise, mais ce n'est pas parce qu'une entreprise a une très bonne RSE qu'elle a un impact positif. On pourrait très bien imaginer, alors je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais qu'une société d'énergie fossile ait une super politique RSE, qu'elle soit parmi les mieux notées, et en aucun cas son activité a un impact positif. On voit bien que c'est des choses qui sont vraiment complètement différentes. Oui, parce qu'au final, la RSE ne tient pas compte de l'utilité environnementale ou sociale de l'entreprise. Exactement. Ok. On pourrait avoir des boîtes de casino qui ont une super politique RSE. C'est super les boîtes de casino. J'adore. Ça me fait penser à une question, et je précise quand même que Eric en amont a eu très peu de préparation, il n'est pas au courant de la plupart des questions que je pose, donc ça aussi c'est intéressant comme challenge. Tu parlais tout à l'heure des années 2000 de la bulle tech. Est-ce qu'on pourrait arriver à un moment à la bulle durable ? Mais on a déjà eu la bulle durable et elle a éclaté. Tu peux nous parler de ça un petit peu ? Bien sûr. Alors la bulle durable, ça me fait penser qu'on a écrit un article il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Il faut en finir avec la finance durable ». C'est qui on ? Triodos. On avait écrit cet article qui était assez quand même, comment dire, provocateur pour une société à impact, de dire qu'il fallait en finir avec la finance durable. Après les années 2000, le Covid, il y a eu un très fort engouement sur les fonds durables. Parce que les gens sortaient d'une période qui était vraiment très particulière et il y avait beaucoup de recherche de sens et donc tout d'un coup, tout le monde s'est mis à investir, a voulu donner du sens à son investissement, à investir de manière durable et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait ? Donc les gestionnaires d'actifs, pour vendre des fonds d'investissement, ils ont créé des fonds durables, entre guillemets. Ils ont changé le nom de leurs fonds pour y accoler le mot ESG, le mot durable, le mot sustainable pour les anglophones, pour finalement venir capter cet engouement. Mais le problème, c'est qu'il y a une grande majorité qui n'avait rien de durable. C'est ce qu'on a appelé, donc en français on dit éco-blanchiment et en anglais greenwashing. Donc vraiment c'était mentir sur la véracité de l'objectif uniquement pour surfer sur un engouement véridique, vraiment des investisseurs. Et on a eu beaucoup de flux, donc beaucoup d'argent qui a été investi dans ces fonds durables. Et puis très rapidement, la vie a repris son cours et il y a eu un dégonflement de cette bulle puisqu'il y a beaucoup de fonds qui finalement ont perdu de l'argent, les investisseurs sont sortis et donc on est revenu sur des niveaux raisonnables et aujourd'hui la plupart des fonds durables, je l'espère c'est la plupart, sont aujourd'hui ceux qui restent sont ceux qui sont véritablement durables. C'est pas interdit de faire ce que tu viens d'expliquer, là, cette manœuvre de greenwashing pour attirer des flux financiers ? Alors, ça n'était pas interdit, mais c'est en train de le devenir,
puisqu'il y a une autre réglementation qui est en cours, parce qu'il faut savoir quand même que la finance génère, et l'Europe génère beaucoup de réglementations, souvent trop de réglementations, mais souvent des réglementations qui sont quand même bénéfiques pour tout à chacun. Et donc l'organe de régulation européen sur la finance, enfin le monde de la finance, qui s'appelle l'ESMA, vient de lancer un nouveau cadre juridique sur le nom des produits d'investissement. Et aujourd'hui, ça va changer beaucoup de choses, parce qu'on ne va plus pouvoir utiliser le terme vert, durable, ESG, impact, comme on le souhaite. Il va véritablement falloir prouver, mesurer, quantifier le fait que si je dis mon fonds s'appelle le fonds d'investissement action durable, l'utilisation du terme durable va être extrêmement encadrée. Et donc il y a certainement beaucoup de fonds d'investissement qui vont être obligés de changer de nom parce qu'ils ne seront pas en mesure de prouver la réalité de leurs objectifs de durabilité. Oui. Alors, est-ce que tu as confiance, toi, en cet acteur-là, l'ESMA? Tu sais qui y a derrière, qui finance... C'est la Commission européenne. Ok. Donc, on part du principe que les mecs de la Commission européenne sont tous sympas et ont tous envie que ça aille dans le bon sens. Ils ont tous envie que ça aille dans le bon sens et ils sont souvent extrêmement critiqués parce que ils vont quand même très loin. Donc la fameuse SFDR qu'on a mis en avant. Aujourd'hui, la réglementation sur le nom des fonds. Voilà, ils créent tout un univers pour s'assurer que la finance durable soit véritablement durable. Parfait, beaucoup plus clair comme ça. Comment toi, et avec Triodos, vous contribuez au changement ? Alors, nous, on contribue au changement de par les sujets dans lesquels on investit. Nous, notre objectif, c'est de diriger, de flécher l'épargne vers des sociétés, des thématiques qui ont un véritable impact. Donc nous, on a identifié 5 grands thèmes de transition. Donc on investit uniquement dans tout ce qui est lié à l'agriculture et à l'alimentation, tout ce qui est lié au sourçage des ressources, tout ce qui est lié à la transition énergétique, donc avec la décarbonation des économies, tout ce qui est lié à l'inclusion sociale et financière des personnes, et ensuite tout ce qui est lié à la santé et au bien-être. Donc nous, tous nos investissements, ils sont fléchés vers ces grandes thématiques. Comment on peut être sûr, parce que ce que tu dis, évidemment, et là je me fais l'avocat du diable, c'est super, c'est très joli. Comment on peut être sûr qu'au niveau santé, tu ne vas pas investir dans des RPA, qu'au niveau gestion des ressources, tu vas peut-être investir avec Epson, Shell, Total. Comment être certain que les prises de décision que vous faites vis-à-vis de ces secteurs qui, sur le papier, ont l'air évidemment indispensables à notre demain vivable et souhaitable, au final, vous n'alliez pas sur des structures qui en ont rien à foutre? Alors, c'est très très simple. Le premier niveau, je disais, c'est ces 5 thèmes de transition. Donc, on identifie des sociétés dont le service ou le produit va avoir un impact positif sur ces thèmes de transition. Ensuite, on applique des exclusions. Donc, il y a des secteurs dans lesquels nous n'investissons pas. Nous n'investissons pas dans les énergies fossiles, nous n'investissons pas dans les pesticides, nous n'investissons pas dans les OGM, nous n'investissons pas dans l'armement. Donc, c'est des choses qui sont véritablement exclues du champ des possibles. Et ensuite, il faut être conscient que toute activité a un impact négatif. Aucune activité n'est que positive. Nous, ce qu'on s'assure, c'est que à partir du moment où on a identifié les thèmes de transition qu'on voulait toucher, qu'on a exclu les secteurs et les activités qui étaient nuisibles de manière irrémédiable. Ensuite, quand une société est passée à travers les fourches codines et qu'elle est investissable de notre point de vue, on va regarder quels sont ses impacts négatifs, quels sont ses impacts positifs, et ensuite s'assurer que le solde a un impact positif. Et je peux donner par exemple un exemple. Il y a une société par exemple qui s'appelle Smurfit Kappa, qui est une société qui fait de l'emballage, qui est un papetier, qui fait de l'emballage carton principalement. Donc,
Ils ont des usines, il y en a une très grosse sur le bassin d'Arcachon, où donc ils ont une croissance, ils ont une utilisation raisonnée des ressources forestières, et notamment ils ont utilisé beaucoup tous les pins qui ont brûlé en 2022 dans les grands incendies des Landes. Ils ont accepté donc voilà, ils ont récupéré une grosse partie de ces arbres qui étaient partiellement brûlés pour la plupart, parce que c'est des pins, donc c'est quand même assez résistant, pour les utiliser comme ressources. Mais c'est de l'industrie, donc ils ont une consommation d'énergie, ils ont des émissions carbone, donc ça c'est leur impact négatif et on est en mesure de le quantifier. Mais de l'autre côté, ce qu'ils ont comme produit, c'est des emballages carton réutilisables, donc extrêmement robustes et qui peuvent être utilisés plusieurs fois. Donc on était dans la thématique de la circularité de l'économie, qui est le terme que je cherchais. Leur impact, c'est une réduction des déchets, c'est une réduction de l'utilisation des plastiques. Et donc ils ont tous ces impacts positifs et donc au final on s'assure que le nombre d'impacts positifs ou le niveau d'impact positif dépasse les impacts négatifs qu'ils génèrent. Mais c'est quoi, tu fais un fichier Excel Non, alors on a beaucoup de... Négatif plus positif égale combien? Au final, ça revient à ça si on schématise, mais en fait, on source énormément de données de la part de sociétés qui sont spécialisées dans la récupération de données. Et avec ces données, on travaille des modèles, des analyses qui nous permettent d'être capables de quantifier les impacts en termes d'émissions, en termes de réduction de déchets, en termes de réduction d'utilisation d'eau, en termes de circularité des produits qu'ils utilisent. On sait combien de fois le carton peut être utilisé avant qu'il arrive en fin de vie. Et ensuite, on sait comment il est récupéré, comment il est retraité, comment il est recyclé pour une autre activité papetière. Et donc tout ça, c'est de la donnée. Et donc effectivement, gérer des fonds impact, c'est aussi absorber et retraiter énormément de données. Là, on parle d'un point qui semble être fondamental dans le monde de la finance responsable, et puis je pense de manière générale dans le monde de la transparence et de la compréhension, c'est la donnée. Ouais. Comment, aujourd'hui, et je vais encore être une fois l'avocat du diable, on peut être certain que la donnée qu'on a, elle est bonne? Alors ça, c'est le nerf de la guerre. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la récupération de la donnée, l'analyse et de pouvoir retravailler toutes ces données. Hein. Il faut imaginer vraiment des tonnes et des tonnes de données qui sont retraitées. Et ces sociétés, elles vivent de cette activité. Et on imagine bien que pour attirer des clients comme Triodos ou comme d'autres gérants d'actifs qui, eux, ont besoin d'utiliser cette donnée, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Elles sont surveillées, ces sociétés? Elles ont un organe de gouvernance, une autorité au-dessus d'elles? Alors, ils ont des autorités au-dessus d'elles et effectivement, de toute façon, elles sont analysées, elles sont auditées et d'un point de vue ne serait-ce que de leur activité, ils ne peuvent pas se permettre de transférer ou de partager des données erronées. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas avoir des problèmes sur des données et c'est pour ça que nous, on utilise plusieurs sources de données pour aussi pouvoir les comparer. Donc on ne se fie pas qu'à une source, mais on utilise plusieurs prestataires et comme ça nous permet de pouvoir aussi confronter les données qu'on reçoit avant de nous les retraiter pour la gestion de nos fonds. C'est régulé un peu ça, ou tu as une guerre commerciale entre les sociétés qui revendent de la donnée? Alors, de toute façon, il y a une guerre commerciale pour attirer les clients. Et cette guerre commerciale, elle se joue sur la qualité, la rapidité de mise à disposition de la donnée. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, bénéfique parce que c'est une émulation positive d'être celui qui donnera la donnée de meilleure qualité dans les meilleurs délais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tu ne penses pas, toi, que cette concurrence
pas très organisée au final, cette guerre commerciale, peut-être que j'exagère un peu sur le propos, mais tu m'as compris, ça peut amener quand même à vouloir aller trop vite dans le travail et à fournir au final beaucoup de données qui sont peut-être pas très bien sourcées, au moindre prix, donc du coup forcément si c'est moins cher derrière, c'est moins qualitatif. Alors, la donnée c'est très cher, c'est très très cher, donc ça c'est une chose... C'est la clé il paraît. C'est la big data, hein, la donnée, c'est aujourd'hui critique pour toutes les analyses. Non, là, sur ce coup-là, on peut les challenger sur leur méthodologie, parce qu'on peut avoir une société qui va analyser, une société de données qui va analyser une société, je sais pas, on prend McDonald's, il y a une société de données qui va lui donner une très bonne note ESG, puis l'autre qui va lui donner une note ESG moyenne, parce que dans leur méthodologie, ils ont peut-être vu des choses différemment, et donc c'est aussi à nous de retraiter cette donnée pour s'assurer que c'est aussi en ligne avec la manière dont on voit les choses. Et aussi d'être capable de les comparer. Et si vraiment il y a des écarts immenses, d'aller les challenger, de pourquoi vous l'avez noté comme ça, et d'aller challenger leur méthodologie. Oui, donc il n'y a pas de standardisation. Il n'y a pas encore de standardisation de la donnée, effectivement. Ça peut être un petit peu dangereux, parce que quelqu'un qui n'aurait pas forcément les moyens de comparer plusieurs sources pourrait se retrouver avec l'agence de notation ou la société qui a fait le scoring, qui a un regard un peu moins poussé sur certains items, et donc on se retrouve avec un scoring qui pourrait être un peu faussé. Oui, alors aussi, déjà il n'y a pas 500 sociétés de données, hein, il y a 3-4 gros acteurs. C'est lesquels si alors, on peut donner leur nom? Il y a Sustainalytics, il y a ISS ESG, il y a MSCI ESG. C'est les trois gros principaux. Après il y a S&P True Cost aussi. Donc voilà, il y a quelques quand même acteurs de marché qui s'appuient aussi sur des sociétés qui existent depuis longtemps et qui sont quand même habitués à traiter de la donnée. Mais en fait, par exemple, c'est comme on parle souvent et tes auditeurs ont forcément entendu parler dans les journaux, la note de la dette de la France. Oui, voilà. Les trois lettres là. Voilà, les trois lettres. C'est quoi aujourd'hui? On est quoi? AA-, je crois. Ouais, AA-, mais AA-, c'est la notation alors je sais plus, c'est Standard & Poor's ou Moody's, mais c'est pareil, là il y a trois grandes agences de notation, et la note est à peu près similaire sur les trois agences de notation. Il n'y en a pas une qui dit c'est super, et puis il y en a une qui dit c'est vraiment catastrophique. On voit bien que les notes sont quand même assez communes. Il peut y avoir des légères différences d'appréciation, mais ça c'est lié à la méthodologie que chaque société emploie, et qui fait aussi sa singularité. Hein. Ok, en tout cas, marché de la donnée, un marché quand même où il y a aujourd'hui plusieurs acteurs, et vous, pour vous assurer quand même d'une qualité de retranscription de cette donnée, on en êtes utilise plusieurs. Sur la volonté de diversifier. Exactement. Là-dessus, très clair. Il y a un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, enfin, je dis beaucoup parce que je suis peut-être aussi dans ce domaine-là, mais j'ai le sentiment qu'on l'entend de plus en plus, c'est la finance régénérative. Tu vois où je veux en venir? Exactement. Est-ce que tu es capable de nous en parler un petit peu? Bien sûr. Je suis capable de t'en parler parce que Triodos est un acteur de la finance régénérative. Et la finance régénérative, c'est extrêmement particulier. C'est d'identifier des segments de l'économie, et c'est principalement lié à l'environnement. C'est de venir financer des projets régénératif pour le coup. Donc par exemple aux Pays-Bas, il y avait toute une grande partie du territoire entre Amsterdam et Utrecht qui avait été, on va dire, extrêmement malmenée ces dernières années par l'exploitation agricole, l'exploitation industrielle, et en fait plusieurs fonds d'investissement se regroupent
mettre de l'argent en commun pour, dans le cas que je cite, privatiser cette zone, la sanctuariser et la régénérer et la rendre à la biodiversité. Donc ça, c'est un des aspects de la finance régénérative et où l'objectif n'est pas forcément un rendement financier, mais d'avoir un impact extrêmement précis sur une zone sur laquelle on s'est focalisé et qu'on souhaite régénérer. Et sans rendement financier, vous arrivez à avoir des investisseurs qui ont cette envie d'aller soutenir la finance régénérative? Il y a des investisseurs qui souhaitent venir soutenir des projets. Il y a bien des gens qui font de la philanthropie, ils n'attendent pas forcément un retour financier sur la philanthropie. Alors sur la finance régénérative, on peut avoir un rendement financier, mais c'est pas guidé par uniquement le rendement financier, c'est principalement guidé par l'impact environnemental, social que va avoir un projet donné. Ok. Et si tu devais faire une distinction entre finance à impact et finance régénérative? Alors, la finance régénérative fait partie de la finance à impact. La finance à impact, c'est, on va dire, quand même un peu plus large. Ok. C'est le moment où je rappelle à tout le monde qu'il faut s'abonner au podcast, qu'il faut mettre un petit j'aime, un commentaire, partager. Merci à tous et à toutes. On continue? On continue. J'ai une question, et en fait en t'écoutant, je me dis que ça pourrait être le titre de notre échange. Tu sais qu'il faut trouver un titre Bien au sûr. podcast, et on le trouve souvent d'ailleurs pour la petite anecdote, une fois qu'on fait le montage. On dit, voilà. La finance durable, bullshit ou changement indispensable? Un changement indispensable. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de la situation dans laquelle on se trouve à notre niveau personnel, dans notre environnement proche, et puis à l'environnement global sur la planète sur laquelle on vit. Hein. C'est une planète finie, avec des ressources finies, et aujourd'hui, la finance à impact devrait être la norme. C'est un peu, je reviens un peu au cours d'économie que j'avais quand j'étais à l'université. En fait, ça sert à quoi le financement de l'économie, en fait? C'est tout. Est-ce que le financement de l'économie, c'est juste attendre un rendement financier supérieur, tout le temps positif, ou est-ce que le financement de l'économie, c'est financer un tissu économique, des entreprises, pour qu'elles développe un tissu économique avec une société autour, que c'est un impact sociétal à travers l'emploi, à travers l'autonomisation, à travers l'inclusion. En fait, à quoi ça sert la finance? La finance, ça sert à promouvoir le changement. Et ce changement, on n'a pas envie de se dire j'ai envie de financer un changement négatif. On veut financer un changement positif. On veut financer des choses qui vont rendre notre environnement meilleur. Donc, pour moi, la finance durable, la finance à impact, c'est essentiel. Et la part de la finance à impact sur le monde de la finance, ou alors plutôt la part des investissements à impact sur le global des investissements aujourd'hui dans le monde, tu as la stat? C'est important en termes de montant. Mais en relatif par rapport à la taille des marchés financiers, ça reste aujourd'hui quand même assez limité. Pour vous donner un chiffre que j'ai en tête, on parlait tout à l'heure des articles 9 de la SFDR, donc les fonds à impact, c'est moins de 5% des fonds qui existent et qui sont distribués en Europe. Et ça, donc, tu penses que c'est à peu près la même chose aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie? Aux États-Unis, c'est encore moins. En Asie, c'est encore moins. Il faut savoir vraiment que l'Europe est vraiment très en avance est une zone leader de la finance durable. Parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire quand même 5% par rapport à
Alors, ta réponse 5% de avant. plusieurs centaines de milliards, ça reste beaucoup, mais ça reste limité par rapport à ce que moi j'aimerais que ça soit. Oui, mais ça veut aussi dire 95% de finances qui ne génèrent pas d'impact. Alors non, parce que les articles 8, donc, qui étaient à vocation, qui intégraient une certaine durabilité, c'est 50%. Donc on va dire que si on prend les articles 8, la finance, on va dire ESG, l'investissement responsable, plus l'investissement à impact, c'est 55% du marché. Donc c'est quand même une bonne chose, une bonne taille. Mais la question, c'est les 45% qui restent et qui ne sont absolument pas durables, est-ce qu'ils ont vocation à continuer d'exister? Par rapport à ta réponse, on va te dire non. Ouais. Maintenant, la vraie question, ça sera encore une fois, mais celle qu'on me posait tout à l'heure sur les articles 6, pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a des gens qui les achètent. Pourquoi est-ce qu'ils les achètent? Parce qu'ils veulent ils sont uniquement intéressés par le rendement financier. Et, je crois que tu as quand même une part aujourd'hui de manque de... Et d'une manque de connaissances. De connaissances, et on fait rien pour amener cette connaissance aussi. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui placent leur argent à la banque et qui n'en ont sans n'en avoir aucun intérêt pour le sujet, n'ont pas la connaissance financière suffisante et font confiance à leur banquier pour acheter tel produit. Hein. Donc là, est-ce que c'est de la confiance ou un peu de naïveté? Je pense que c'est de la confiance mélangée à de la naïveté, hein. Et un manque d'éducation financière. Et je pense qu'il faut vraiment éduquer les investisseurs sur qu'est-ce que c'est la finance responsable, à quoi doit servir mon épargne. Il y a un sujet qui vient quand on parle comme ça, parce qu'on explique quand même, et tu le dis toi aussi, mais je pense que c'est partagé quand même par beaucoup de gens. La finance a un rôle indispensable face aux enjeux aujourd'hui que l'on affronte. La géopolitique, on est obligé d'y venir, c'est un des grands risques actuels. Comment tu vois l'avenir de la finance à impact quand tu as des extrêmes qui poussent un peu partout, que Donald Trump fait venir à Elon Musk qui a des projets de développement sur Mars, et que derrière c'est suivi par Jeff Bezos, par Zuckerberg, qu'on commence à rétro-pédaler sur l'écoféminité et qu'il faut revenir à... On est quand même très loin d'une trajectoire de durabilité, d'inclusion. Donc est-ce qu'on va pas se prendre des grands coups dans les tibias au niveau de la finance à impact et on va revenir en arrière, ou est-ce que malgré tout, de toute façon, on ne peut pas aller contre l'environnement aujourd'hui et on risque juste de prendre un mur extrêmement fort? Et je pense qu'on a la preuve tous les jours dans les journaux télévisés. S'il y a bien un organisme qui gagnera toujours, c'est la planète. Parce qu'on est sur un environnement fini, avec des ressources limitées, et la crise climatique, qu'on l'ait vu en France à travers les inondations tragiques, où il y a quelques années, avec des étés et des périodes de sécheresse intenses, ou aux États-Unis récemment avec les tornades à répétition, les grands incendies en Californie, au bout d'un moment, ça a un impact économique tellement fort que les acteurs économiques sont obligés de réagir. Il faut voir par exemple qu'aux États-Unis, en Californie, il y a des régions, il y a des villes où plus rien n'est assurable. C'est-à-dire que vous avez une maison, vous ne pouvez plus l'assurer. Vous avez une voiture, vous ne pouvez plus l'assurer parce que c'est tellement sujet à la crise climatique et aux incendies qu'il n'y a plus un assureur qui est prêt à vous accepter et à vous assurer contre un risque de catastrophe. Et donc ça a un impact, c'est des milliards de dollars d'impact pour l'économie. Et on peut se focaliser sur Donald Trump et on va forer dans tous les sens et on va extraire tout le pétrole et puis ça va être génial et on va gagner des milliards de dollars. Il y a un moment, il y a la réalité climatique qui s'impose. Et ça, même les acteurs économiques qui polluent énormément
en sont conscients. Aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, en Californie, il y a eu des changements de réglementation qui ont interdit certaines activités et les sociétés pétrolières ont perdu énormément d'argent parce qu'ils avaient des activités en Californie qui n'étaient plus exploitables. On a des sociétés au Texas qui ont quand même investi beaucoup d'argent, par exemple dans le biogaz, et puis qu'on lui quand même dit bon bah ouais, non mais c'est sympa, mais enfin quand même si vous coupez tout ça, nous les milliards de dollars qu'on investit, ils valent zéro, donc on veut quand même continuer. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un monde économique qui réfléchit quand même aux enjeux de demain, et il y a effectivement les gros titres qui font peur et des comportements qui sont complètement absurdes, mais encore une fois il y a la réalité du monde dans lequel on vit, et il se rappelle à nous tous les jours. Je rebondis sur ce que tu as partagé et j'invite aussi ceux qui nous écoutent à regarder ce qui s'est passé à Norfolk. C'est une ville aux États-Unis où en fait, avec la montée des eaux, le prix de l'assurance des maisons était devenu supérieur aux mensualités de crédit des maisons. Mmh. Et donc ce qui s'est passé dans cette ville-là, c'est que tout le monde a pris un crédit pour surélever la maison. Et ils sont devenus tous inassurables. Donc c'était, soit je paye une assurance, mais c'était vraiment des 80-100 000 $ par an d'assurance, soit en fait je m'endette sur 100 000 $, je surélève ma maison, et là je rentre dans des coûts d'assurance plus faibles. Je ne sais pas si tu l'as vu ça. Ah, je ne l'avais pas vu, mais quand on voyage pas très loin, enfin aux Pays-Bas, qui est quand même un pays qui normalement est complètement inondable, ou quasiment inondable. Ah oui, sous le niveau de la mer. qui est quand même sous le niveau de la mer, dans sa vaste majorité. Quand vous vous baladez aux Pays-Bas, vous voyez des villages entiers ou des quartiers entiers en fait qui sont sur des énormes, je ne sais pas si c'est des containers ou des boudins flottants, et en fait ancrés sur des pylônes. Et en fait, quand l'eau vient ou s'il y a une montée des eaux, en fait, la maison monte ou baisse avec le niveau de l'eau. Donc, ils se sont adaptés aux risques, ils se sont adaptés à l'environnement. Donc, des solutions, voilà, il y en a plein. Et puis, voilà, il y a des sociétés qui fournissent ces solutions. Donc, voilà, c'est des sociétés qui ont un impact positif également. Pour rebondir quand même sur l'aspect géopolitique, parce que, en fait, ce que tu partages, il y a quand même un sentiment d'inquiétude. Tu parles de la Californie, tu dis que des choses ont été faites. Bon, les choses ont été faites certainement tard pour beaucoup de gens et pour beaucoup de vivants sur la biodiversité. Je ne suis pas super serein de me dire que les acteurs économiques prennent des décisions parce qu'il faut défendre leurs intérêts économiques. Est-ce que si on continue quand même sur ce chemin-là, il n'y a pas un moment où, à mettre en place des choses une fois qu'on est déjà dans le mur, on risque quand même de manquer de capacité d'adaptation? Ou est-ce que tu es confiant sur le fait que la multiplication de ces exemples va permettre à un moment donné de se dire il faut prendre de l'avance sur une majorité de sujets? C'est là, on en est vraiment arrivé à un niveau où on est dans l'ère de l'adaptation aujourd'hui. Les effets du réchauffement climatique sont tellement violents qu'on n'en est plus à les contenir ou à les réduire, mais à s'adapter à ces changements. Et il y a des acteurs économiques qui les prennent plus ou moins en compte. Donc il y en a qui sont très au fait et qui adaptent leur activité. Et je pense que c'est ces sociétés-là qui sont les gagnants de demain. Et puis il y a des sociétés qui ferment toujours les œillères, et ça sera certainement les grands perdants de demain. Et typiquement, dans l'investissement, où est-ce qu'on veut investir? Est-ce qu'on veut investir dans les vainqueurs de demain, dans ceux qui sont le plus à même de s'adapter? Ou est-ce qu'on veut continuer à investir dans des sociétés qui se mettent la tête dans le sable? Voilà, je pense que la réponse est évidente, c'est de choisir les sociétés qui ont cette capacité de comprendre les enjeux environnementaux et sociaux, et de s'y adapter et de s'y préparer. Aujourd'hui, on est vraiment dans le besoin de préparation à tous ces risques climatiques et sociaux qui émergent. Alors comment on casse le logiciel qui fait qu'aujourd'hui,
Tu parles avec n'importe qui. Bon, il y a encore quelques climato-sceptiques, mais... Oui, ils existent encore, mais il y a des platistes aussi. J'ai le sentiment que... Ah, d'ailleurs, sur les platistes, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils ont financé une exposition au pôle Nord. Oui, une expédition. Le chef platiste a découvert que la Terre était ronde. Ouais, il a dit, ok, d'accord, je me suis trompé. Oui, bah, comme Sujet quoi... suivant. Les climato-sceptiques aujourd'hui, on a quand même plus le sentiment que ce sont des gens qui sont dans le déni que des gens qui arrivent vraiment à avoir un raisonnement correct sur le fait que le réchauffement climatique n'est pas lié à l'homme. Des gens qui, je pense, qui ont peur. Et on sait, des fois, quand on a peur d'une situation, on n'arrête pas de se dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, pour essayer un peu d'exorciser le truc. Mais comment t'expliques qu'aujourd'hui, la majorité, très très grande majorité des gens, quand tu leur expliques, oui, là, si vous faites tel ou tel investissement, ça va permettre de protéger l'avenir de vos enfants, ça va sauver les animaux, ça va... Et tout le monde est là, bah oui, évidemment, je veux. Et au moment de choisir l'investissement, on a un truc qui apparaît au dernier moment, qui est, tiens, où est-ce que je vais gagner le plus de pognon? Comment on le casse, ce logiciel? Alors, ce logiciel, on le casse d'une manière très simple. Il y a des études qui existent, qui sont extrêmement sérieuses. C'est pas deux mecs au fond d'un garage qui ont décidé de compiler de la data et puis qui ont prouvé que c'était bien. Non, c'est des recherches universitaires aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans beaucoup de pays qui ont compilé toutes les performances des marchés financiers, qui ont compilé la performance des investissements véritablement durables, et on se rend bien compte que sur un investissement à un horizon moyen-long terme, l'investissement durable surperforme les investissements non durables. Tu as le nom de cette analyse ou alors, on peut le trouver ça se trouve, il y a eu beaucoup de recherches, mais on le voit encore voilà, en comparant les indices durables par rapport aux indices non durables. Il y a beaucoup de données qui existent. Alors, j'ai plus tout le nom et toutes les références, mais enfin, c'est de notoriété commune et ça se retrouve très très facilement. Mais il est prouvé que investir de manière raisonnable, durable, en prenant en compte les risques extra-financiers E, S et G, ou en ayant un investissement à impact, en favorisant cette thématique particulière, sur des objectifs de durée d'investissement de 5, 6, 7, 8, 10 ans et plus, on a un rendement financier supérieur. Maintenant, ça ne veut pas dire que sur 1 an, 2 ans, ce n'est pas des investissements qui peuvent moins bien performer. Pour des raisons très simples. Par exemple, Triodos n'investit pas dans les énergies fossiles. Bon, et ben en 2019-2020, ne pas avoir d'énergie fossile dans son portefeuille, c'était extrêmement positif parce que c'est un secteur qui a vu le prix du pétrole s'écrouler, donc les rentabilités du secteur de l'énergie et des énergies fossiles a été fortement pénalisée. Et puis ensuite, il y a eu le rebond économique en 2021, 2022, 2023, 2024 où les énergies fossiles le prix du baril est remonté et donc les énergies fossiles ont extrêmement pénalisé. Et si vous n'en avez pas en portefeuille, forcément vous n'avez pas la performance des énergies fossiles. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il faut comprendre qu'à des instants donnés, ça peut moins bien performer, mais que sur un investissement de long terme, l'investissement durable performe mieux. Mais après, la question que doit vraiment se poser l'investisseur, c'est pour combien de temps j'investis. Et aujourd'hui, il faut redonner du temps à l'investissement, il faut redonner du temps à la possibilité de développer une thèse économique, une thèse financière, et de se dire, voilà, j'investis dans telle société parce que je sais que dans 5, 6, 7 ans, elle va avoir des très bons résultats et elle va avoir une rentabilité financière supérieure à la moyenne. On a parlé du titre qu'on pouvait donner à ce podcast, mais quand même, le nom du podcast, c'est « Et demain ». Donc on arrive à la fin de notre échange. La question que tout le monde attend, c'est la finance classique ou la finance responsable. Ça va être quoi? Ça doit être quoi demain? La finance responsable, la finance à impact, ça doit être la norme aujourd'hui. Si on me demande à moi, ça devrait être la norme. Et je pense que et demain, ça sera la norme. Et ça sera la norme pour une raison toute simple.
c'est le cycle démographique. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'épargnants qui voilà, ont accumulé de la richesse et qui placent leur argent et qui voilà, sont, comme mon père, des personnes âgées et qui ont une certaine vision de la société, de ce qu'elle est. Bon, moi je suis plus tout jeune non plus, mais voilà, on va dire que je suis dans la force de l'âge. Et puis il y a toutes les jeunes générations qui arrivent et elles sont extrêmement demandeuses de sens et d'impact. Et tous les acteurs économiques s'accordent à le dire qu'il va y avoir à un moment un transfert de richesse vers ces jeunes générations et que ces jeunes générations, elles sont beaucoup plus au fait et beaucoup plus demandeuses de sens, de durabilité et d'impact. Et donc, ce changement, il va s'opérer de toute façon. Donc, ça va devenir la norme. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder? Il y a une étude qui est parue il y a quelques temps, qui est assez intéressante et que j'aimerais partager peut-être avec les gens qui nous écoutent et qui seraient plus sceptiques ou qui, et je le comprends tout à fait, souvent moi j'entends cet argument, qu'on en marre d'être culpabilisé. Qu'on leur explique que si la planète va mal, c'est parce qu'ils mangent de la viande, qu'ils prennent l'avion, qu'ils ont une voiture et souvent tu te sens quand même agressé dans ton mode de vie et on te dit et tu peux même avoir une réaction, une contre-réaction de dire tout ça, toutes ces idées, passe-moi l'expression, bah ça m'emmerde. Foutez-moi la paix et arrêtez de m'emmerder avec toutes ces questions. Et quand on leur propose d'investir durablement, ils vont me dire eh ben non, parce qu'en fait c'est une réaction humaine de dire j'en ai marre qu'on vienne me culpabiliser parce que moi j'habite à Toulouse et je vis comme je vis et quand on regarde comment la Chine pollue ou comme les États-Unis avec maintenant l'ère Trump vont polluer et continuent de polluer, c'est pas moi qui suis le plus gros pollueur, c'est pourquoi est-ce qu'on me pointe du doigt moi. Et cette étude, elle a été faite par une organisation anglaise qui s'appelle Make My Money Matters, avec l'appui de la Banque d'Angleterre, et qui a montré un truc qui est fondamental. Effectivement, avoir des comportements responsables, manger moins de viande, avoir des produits qui viennent de la région, manger des fraises quand c'est la saison des fraises et pas vouloir manger des fraises au mois de décembre, voilà, des gestes de tous les jours. Effectivement, avoir ces gestes éco-citoyens, ça a un impact positif, mais c'est pas cet impact-là qui va permettre de changer j'ai envie de dire, le cap du paquebot sur lequel on est embarqué. Et cette étude de Make My Money Matters, elle a prouvé une chose fondamentale, c'est que le vrai levier pour réduire les émissions de carbone, le levier le plus fort, c'est pas ces petits gestes qu'il faut avoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces gestes, mais il faut avoir ces gestes, mais c'est pas la somme de ces petits gestes qui permettra véritablement de changer l'environnement et les problèmes auxquels on fait face. Le véritable levier, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est l'argent, et c'est surtout comment on investit son argent, et où on investit son argent, et qu'est-ce que notre argent finance. Et si l'argent que vous placez finance des véhicules d'investissement à impact, qui investissent dans des sociétés qui proposent des solutions, c'est ces sociétés-là, on en revenait le pourquoi de l'économie, le pourquoi à quoi ça sert l'économie, à quoi ça sert la finance. La finance, ça cherche, voilà, ça sert à financer ces projets qui vont nous permettre de résoudre ou de nous adapter à tous ces problèmes. Et donc, j'ai envie de dire à tous ces gens qui se sentent un peu bousculés, un peu toujours pointés du doigt et culpabilisés, c'est très bien de changer, c'est très bien d'avoir des gestes de bon sens, vraiment de bon sens.
mais le véritable impact que vous pouvez avoir pour réduire votre empreinte carbone, c'est la manière dont vous placez votre argent. Et chez Triodos, on a cette petite phrase qui ponctue toujours nos présentations. Rappelez-vous d'une chose, vraiment qui est fondamentale, la manière dont vous investissez définit le monde dans lequel vous voulez vivre. Si vous investissez n'importe comment dans des entreprises polluantes qui dégradent l'environnement, vous vivrez et vos enfants vivront dans un environnement dégradé. Si vous investissez dans des sociétés qui ont à cœur de s'adapter, de modifier et d'adresser des grands changements et des grands sujets, eh ben, on a peut-être une chance de vivre dans un monde qui va aller de mieux en mieux. Donc ça sera mon mot de la fin, Simon. Merci Eric. Merci Simon.